Fin 2022, de l'eau de mer est acheminée vers le désert. Alors que beaucoup misaient sur l'aide et la prudence, le Burkina Faso a autorisé une expérience à l'échelle nationale, engageant d'immenses volumes d'eau sur des terres préparées, malgré des avertissements politiques et écologiques répétés. Que signifie pour le spectateur le fait qu'Ibrahim Traoré ait lié son avenir politique à une idée jugée irréaliste par nombre d'analystes internationaux? Ce pari, d'abord moqué pour ses chiffres décevants, ouvre pourtant une bascule silencieuse où l'autonomie, la patience scientifique et la responsabilité publique sont mises à l'épreuve. Cette histoire promet autre chose qu'un récit de prouesses techniques ou d'échecs annoncés. Elle propose de comprendre ce qui est réellement en jeu lorsqu'un État fragile choisit d'expérimenter à grande échelle, sans attendre l'aval des bailleurs ni le confort du consensus. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Distinguer un geste politique risqué d'une stratégie fondée sur des calculs précis et saisir ce que cette distinction change dans la lecture des résultats. L'expérience engagée par le Burkina Faso n'est pas présentée comme une solution miracle, ni comme une fuite en avant idéologique. Elle s'inscrit dans une contrainte budgétaire sévère, une pression sociale croissante et une urgence sanitaire documentée. Rester jusqu'au bout permet de suivre comment des données partielles, parfois décevantes, ont été interprétées, corrigées et réexposées publiquement. Au fil des sections, le récit montrera comment des chiffres modestes peuvent produire des effets politiques majeurs et pourquoi la patience institutionnelle devient ici un facteur aussi décisif que la technologie elle-même. Début 2024, les relevés mensuels ont cessé de stagner. La salinité a reculé d'environ 12% en janvier, puis a accéléré jusqu'à près de 38% à l'automne dans plusieurs bassins tests. Dans le même temps, 62% des échantillons issus des exutoires profonds répondaient aux normes préliminaires pour des usages humains non potables, un seuil que les critiques jugeaient inatteignable à ce stade. Ce basculement, discret mais mesuré, a déplacé le débat de l'imprudence vers la méthode. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au contexte dans lequel Ibrahim Traoré a pris la décision initiale. Fin 2022, le Burkina Faso faisait face à une crise présente plus qu'à une menace future. Pénurie d'eau potable, insécurité persistante et marge budgétaire extrêmement limitée. Des données internes indiquaient que plus de 11 millions de personnes dépendaient de sources d'eau insalubres pendant la saison sèche, tandis que dans les zones rurales, femmes et enfants parcouraient 6 à 8 kilomètres par jour pour atteindre des puits de plus en plus contaminés. Les solutions proposées par les partenaires internationaux étaient là connues: forage plus profond, unités de dessalement modulaire ou transport d'urgence par camion. Toutes impliquaient des importations constantes, une dépendance énergétique et une dette à long terme. Le calcul présenté au ministère de l'Eau montrait qu'un déploiement national de ces systèmes absorberait jusqu'à 18% du budget annuel en moins d'une décennie, un niveau jugé insoutenable. C'est dans ce cadre qu'une équipe locale d'ingénieurs, de géologues et d'agronomes a relancé une alternative fondée sur la filtration naturelle, mobilisant des bassins désertiques aménagés et des processus minéraux et biologiques lents. Le pari n'était pas l'absence de risque, mais la capacité à observer, corriger et persévérer. Pour Ibrahim Traoré, accepter cette trajectoire signifiait lier la crédibilité de l'État non à des promesses immédiates, mais à l'évolution transparente des données. Pour saisir l'impact concret de l'expérience, il faut quitter les chiffres agrégés et suivre les premiers lieux où les bassins ont modifié la vie quotidienne. Autour des sites pilotes, des points de distribution limités ont été ouverts,
D'abord pour l'assainissement et l'irrigation, jamais présentées comme de l'eau potable. Cette nuance comptait, mais elle n'a pas empêché un changement perceptible. Dans plusieurs communautés voisines, les femmes ont signalé des trajets plus courts pour la collecte quotidienne. Là où il fallait auparavant marcher plusieurs kilomètres vers des puits peu profonds et contaminés, les déplacements ont diminué de manière progressive mais constante. Ce gain de temps n'a pas transformé immédiatement les conditions de vie, mais il a libéré des heures réaffectées à l'école, au petit commerce ou aux soins familiaux. Du côté des agriculteurs, l'effet a été encore plus prudent. Des parcelles tests ont été ouvertes sur des terres autrefois déclarées inutilisables. Le sorgho et le mil ont été plantés sans promesse de rendement élevé, simplement pour vérifier si le sol réagissait autrement. Les résultats initiaux sont restés modestes, mais suffisants pour justifier la poursuite des essais. Les cliniques locales ont observé, sur une période de 6 mois, une baisse modeste mais statistiquement significative des maladies d'origine hydrique dans plusieurs districts. Aucun triomphalisme n'a accompagné ces données. Les autorités ont continué à parler d'expérimentation, insistant sur la fragilité des progrès et la possibilité d'un revers. À ce stade, l'expérience n'offrait pas une victoire, mais une question concrète. Ces signaux faibles justifiaient-ils de continuer à parier sur le temps et la discipline institutionnelle? Au départ, la séquence semblait confirmer les craintes. Début 2023, les premiers convois d'eau de mer sont arrivés sur les sites désertiques aménagés, marquant l'activation officielle de l'expérience. Les bassins se sont remplis rapidement, formant de vastes surfaces réfléchissantes sous le soleil du Sahel. À l'extérieur, les images satellites donnaient l'impression d'un projet massif mais figé, sans signe immédiat de transformation utile. Au fil des premiers mois, les indicateurs ont renforcé ce scepticisme. Les niveaux d'évaporation ont dépassé les projections initiales d'environ 14%, réduisant l'efficacité apparente du dispositif. Les mesures de salinité n'ont montré qu'une baisse marginale, estimée entre 3 et 5% dans la plupart des zones test. Des observateurs indépendants ont signalé une mortalité d'algues et un compactage du sol le long des bordures des bassins, éléments rapidement repris par la couverture médiatique internationale. Le pic de tension est survenu à la mi-2023. Des éditoriaux ont qualifié l'expérience d'erreur de calcul à l'échelle nationale. Plusieurs agences donatrices ont gelé discrètement leur coopération, refusant d'être associées à ce qu'elles percevaient comme un pari dangereux. À l'intérieur du pays, l'opposition a repris ses critiques, tandis que des fonctionnaires redoutaient des coupes budgétaires si le projet devait être abandonné. Même parmi les partisans, le doute s'est installé, non par hostilité, mais par crainte d'un coup irréversible. C'est à ce moment que la trajectoire a changé. Plutôt que d'annoncer un revirement, le gouvernement a procédé à des ajustements techniques silencieux. La conception initiale, centrée sur une filtration minérale passive, a été complétée par une couche biologique supplémentaire. Des cultures microbiennes tolérantes au sel, issues de zones humides régionales, ont été introduites pour renforcer la biofiltration. Parallèlement, les débits d'eau ont été ralentis d'environ 22% afin d'augmenter le temps de résidence dans les bassins. Ces décisions n'ont donné lieu à aucun discours public ni tournée de presse. Le travail s'est poursuivi de manière méthodique avec des importations supplémentaires de sable pour stabiliser l'équilibre du pH et une surveillance accrue des couches souterraines. Cette phase, souvent absente des récits simplifiés, a constitué le cœur de l'apprentissage institutionnel. Tout au long de cette période, Ibrahim Traoré est resté volontairement discret. En interne, il a refusé un langage de victoire ou de justification, insistant sur le fait que l'expérience n'était ni un succès ni un échec, mais un processus à mener jusqu'à son terme.
Cette retenue a prolongé l'incertitude politique, mais elle a aussi permis aux ajustements de produire leurs effets sans pression symbolique immédiate. Lorsque les données ont commencé à évoluer fin 2023, la dynamique n'était plus celle d'un pari figé, mais celle d'un projet transformé par ses propres contraintes. Les répliques de la phase initiale ont ainsi préparé, sans l'annoncer, un retournement plus profond. Au point de départ, les bassins n'offraient qu'une atténuation marginale. À l'arrivée, les courbes ont changé de pente. La salinité, quasi stable durant les premiers mois, a commencé à baisser plus vite après les ajustements techniques, passant d'une réduction de 3 à 5 à des reculs mensuels cumulés bien plus marqués. Cette transition du baseline vers le delta mesurable a fourni le premier indicateur robuste que le système n'était plus simplement en train d'évaporer de l'eau, mais de la transformer. Le premier point observé concerne la salinité. Après l'introduction d'une couche biologique et le ralentissement des débits, les rapports ont montré une accélération nette, environ 12% de réduction en janvier, puis une progression continue jusqu'à près de 38% à l'automne dans plusieurs zones test. En termes simples, cela signifie que le milieu interne des bassins cessait de se comporter comme un simple réservoir salé pour devenir un écosystème filtrant. Les ingénieurs ont interprété cette évolution comme la preuve que le temps de résidence plus long permettait aux processus minéraux et microbiens d'agir conjointement. Le deuxième point porte sur la qualité d'usage. Des échantillons prélevés aux exutoires profonds ont été évalués selon des normes préliminaires pour des usages humains non potables, notamment l'irrigation et l'assainissement. 62% des prélèvements répondaient à ces critères à ce stade. Autrement dit, l'eau n'était pas encore potable, mais elle n'était plus assimilable à de l'eau de mer brute. Cette distinction, souvent perdue dans les débats médiatiques, a été centrale pour évaluer les bénéfices concrets sans promettre plus que ce que les données autorisaient. Le troisième point concerne les effets sanitaires indirects observés dans les districts voisins. Sur une période de 6 mois, les cliniques ont enregistré une baisse d'environ 11% des maladies d'origine hydrique dans 3 zones pilotes. Cette variation, qualifiée de modeste mais statistiquement significative, suggérait un lien plausible entre l'accès à une eau moins contaminée pour l'assainissement et l'amélioration de la santé publique. Ici encore, les autorités ont insisté sur la prudence. Corrélation n'était pas causalité, mais la tendance méritait d'être suivie. Ces trois mesures, prises ensemble, ont modifié la lecture politique du projet. Sous Ibrahim Traoré, l'administration a choisi de publier les séries de données plutôt que des annonces triomphales, laissant aux observateurs la responsabilité d'interpréter les deltas. Cette stratégie a déplacé la discussion du registre de la foi ou du rejet vers celui de la comparaison empirique. Les chiffres n'étaient pas spectaculaires pris isolément, mais leur cohérence dans le temps a commencé à dessiner une trajectoire crédible. La question n'était plus de savoir si l'expérience avait échoué immédiatement, mais si ces tendances pouvaient se maintenir sans créer de nouveaux jeunes risques à long terme. Les critiques les plus solides du projet se structurent autour de deux arguments principaux, qu'il serait réducteur d'écarter d'un revers de main. Le premier concerne le risque environnemental à long terme. Selon cette lecture, même une baisse progressive de la salinité dans les bassins pourrait masquer des effets différés sur les sols et les nappes phréatiques. La migration lente du sel, difficile à détecter sur quelques années, pourrait compromettre durablement des terres voisines et transformer un gain local en passif écologique plus large. Dans cette perspective, l'amélioration observée serait réelle mais insuffisante pour justifier une extension à grande échelle. Le second argument touche à la gouvernance et à la reproductibilité.
Les détracteurs estiment que l'expérience repose sur une combinaison fragile de facteurs politiques, techniques et humains difficilement duplicables. Une équipe engagée, un calendrier favorable et une pression sociale spécifique auraient donc permis d'absorber les erreurs initiales. Mais rien ne garantirait que cette discipline institutionnelle survive à un changement de leadership, à une crise sécuritaire ou à un choc budgétaire. Autrement dit, le projet fonctionnerait peut-être ici et maintenant sans constituer une base stable pour une politique nationale durable. La réponse de l'administration sous Ibrahim Traoré n'a pas cherché à nier ces risques. Elle s'est appuyée sur les données disponibles pour en réduire la portée sans les annuler. Sur le plan environnemental, les autorités ont ouvert l'accès aux séries de mesures et invité des institutions de recherche indépendantes à auditer les résultats, précisément pour détecter des effets lents ou cumulés. Cette transparence ne supprime pas le danger, mais elle augmente la probabilité de l'identifier avant qu'il ne devienne irréversible. Sur la question de la gouvernance, l'argument central a été celui de la progressivité contrôlée. L'expérience n'est pas présentée comme un modèle clé en main, mais comme un processus conditionnel extensible uniquement si les indicateurs restent cohérents dans le temps. Cette approche limite l'ampleur des erreurs potentielles tout en conservant la capacité d'apprentissage. Ainsi, le débat ne se réduit pas à un choix entre optimisme et prudence. Il oppose deux manières de gérer l'incertitude: l'éviter par l'inaction ou l'encadrer par des seuils mesurables et réversibles. Le véritable basculement n'est pas venu d'un seuil chimique précis, mais d'un changement de statut politique du projet. À partir du moment où les données ont commencé à se stabiliser et à être publiées régulièrement, l'expérience a cessé d'être perçue comme une provocation technique. Elle est devenue un objet de comparaison, soumis aux mêmes critères que des programmes plus orthodoxes. Cette transition a déplacé le centre de gravité du débat, de la peur de l'échec vers la question de la continuité. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré a pris une autre dimension. En refusant toute déclaration de victoire, il a réduit la tentation de transformer des résultats intermédiaires en symboles idéologiques. Cette retenue a surpris autant les partisans que les critiques, habitués à des annonces spectaculaires. Elle a aussi laissé plus d'espace aux ingénieurs et aux données pour parler d'elles-mêmes sans être immédiatement instrumentalisées. Ce choix a modifié les comportements autour du projet. Les observateurs étrangers ont commencé à demander l'accès aux séries chiffrées plutôt qu'à commenter des images satellites. Les universités et les groupes environnementaux ont formulé des demandes d'audit, non pour dénoncer, mais pour comprendre. À l'intérieur du pays, l'attention s'est déplacée des intentions vers les procédures. À mi-parcours, l'expérience ne promettait toujours pas de l'eau potable à grande échelle, mais elle avait déjà produit un effet moins visible et plus durable: rendre l'incertitude gouvernable. À mesure que l'expérience avançait, ces effets se sont matérialisés différemment selon les groupes concernés, révélant des conséquences concrètes mais inégales. Pour l'État, le premier impact a été institutionnel. Les données publiées et auditées ont renforcé la crédibilité administrative autour du projet, transformant une décision contestée en un dossier suivi, documenté et révisable. Sous Ibrahim Traoré, cette dynamique a déplacé l'évaluation du pouvoir, moins centrée sur l'intention politique que sur la capacité à produire et maintenir des résultats mesurables dans le temps. Pour les agriculteurs des zones pilotes, les conséquences ont été prudentes mais tangibles. L'extension progressive de l'irrigation non potable a permis de remettre en culture des terres auparavant abandonnées. Environ 22 000 hectares ont été intégrés à des cycles saisonniers avec des rendements initiaux modestes. Les enquêtes de revenus ont toutefois montré une hausse moyenne de 18 à 20
et 1% chez les ménages participants. Dans un contexte de subsistance fragile, ces gains, même limités, ont modifié la perception du risque et encouragé la poursuite des essais. Du côté des citoyens, notamment des femmes et des enfants, l'effet le plus immédiat a été le temps récupéré. La réduction des déplacements quotidiens pour la collecte d'eau, parfois jusqu'à 60%, a libéré des heures auparavant consacrées à une tâche épuisante. Les cliniques locales ont confirmé une baisse continue des maladies diarrhéiques aiguës, atteignant 23% dans 5 districts d'ici la mi-2025. Ces améliorations n'ont pas transformé les conditions de vie du jour au lendemain, mais elles ont renforcé un sentiment de dignité et de prévisibilité. À l'échelle régionale, les conséquences ont dépassé le cadre hydrique. Des délégations étrangères ont commencé à visiter les sites, non pour reproduire le modèle à l'identique, mais pour en comprendre la logique de gouvernance. L'expérience a été citée dans des discussions plus larges sur l'adaptation climatique en contexte à ressources limitées. Pour certains voisins, elle a servi de preuve qu'un État pouvait initier des solutions sans dépendre entièrement de cadres extérieurs. Ces effets ont toutefois généré de nouvelles tensions. Les régions non couvertes par les projets pilotes ont questionné la répartition des ressources. Les critiques ont mis en garde contre un développement inégal et une politisation possible des résultats. L'administration a répondu en élargissant la publication des données et en réaffirmant le caractère expérimental du programme. Ainsi, les conséquences réelles de l'expérience n'ont pas été uniformes ni spectaculaires, mais cumulatives. Elles ont redéfini la relation entre l'État, les citoyens et le savoir technique en faisant de l'évidence mesurée un nouvel arbitre du débat public. À court et moyen terme, l'évolution de l'expérience peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts, chacun fondé sur des conditions observables plutôt que sur des promesses. On peut d'abord envisager un scénario de base repose sur la continuité des tendances actuelles. Si les indicateurs de salinité et de qualité d'usage se maintiennent sans dégradation majeure, l'extension restera progressive et limitée aux zones déjà préparées. Dans ce cas, le projet consoliderait ses gains sociaux et sanitaires sans transformer radicalement l'approvisionnement national. L'enjeu principal serait alors la discipline institutionnelle, c'est-à-dire la capacité à publier les données, corriger les dérives et accepter des résultats parfois moins favorables que prévu. On peut aussi envisager un scénario plus optimiste dépend d'une stabilisation durable des processus biologiques et minéraux observés. Si les taux de filtration continuent de s'améliorer sans effet secondaire détectable sur les sols ou les nappes, l'extension des bassins pourrait s'accélérer. Cela permettrait d'élargir l'irrigation non potable et de réduire davantage la pression sur les sources traditionnelles. Dans cette configuration, l'expérience deviendrait un pilier complémentaire de la sécurité hydrique sans pour autant remplacer d'autres solutions. La condition clé serait la transparence, car toute opacité risquerait de transformer un succès technique en vulnérabilité politique. Enfin, un scénario défavorable reste crédible et ne peut être écarté. Un épisode de contamination, une migration imprévue, du sel ou un choc budgétaire pourrait interrompre brutalement l'élan. Dans ce cas, les gains accumulés seraient les partiellement annulés et l'expérience serait requalifiée comme un avertissement plutôt qu'une alternative. La réaction institutionnelle face à un tel revers serait déterminante. Reconnaître rapidement les limites, réduire l'ampleur et préserver les données éviterait une perte totale de crédibilité. Quel que soit le scénario, une recommandation transversale s'impose. Si les indicateurs restent cohérents, alors l'expansion doit rester conditionnelle et réversible. Si les données se dégradent,
alors le ralentissement ou l'arrêt devient un choix rationnel, non un aveu d'échec. Cette logique, fondée sur des seuils clairs plutôt que sur des attentes politiques, constitue peut-être l'héritage le plus durable de l'expérience. Au-delà du cas burkinabé, l'expérience invite le spectateur à reconsidérer sa propre lecture des projets dits impossibles. Pour les publics intéressés par les politiques publiques, elle montre que l'échec initial n'est pas toujours un verdict définitif, mais parfois une phase de calibration. La patience institutionnelle, rarement mise en avant, apparaît ici comme une variable aussi décisive que le financement ou la technologie. Pour les professionnels du développement et de l'environnement, le récit souligne l'importance des cadres conditionnels. Plutôt que d'opposer innovation locale et standards internationaux, l'expérience suggère une articulation plus fine où les normes servent de repères évolutifs plutôt que de barrières immuables. Cette perspective peut modifier la manière d'évaluer des projets en contexte de ressources limitées. Les citoyens, eux, peuvent y voir une illustration concrète du lien entre données publiques et dignité quotidienne. Des chiffres apparemment abstraits sur la salinité ou la qualité d'usage se traduisent en temps gagné, en maladies évitées et en possibilités économiques modestes mais réelles. Cette traduction du quantitatif vers le vécu rend le débat moins idéologique et plus accessible. Enfin, pour ceux qui observent les dynamiques géopolitiques, l'expérience rappelle que la crédibilité d'un État ne se joue pas uniquement sur la rhétorique ou les alliances, mais sur sa capacité à produire des résultats observables et à accepter leur examen. Sous Ibrahim Traoré, cette approche a exposé le pouvoir à un risque accru de critique, mais elle a aussi offert une voie de légitimation fondée sur les faits. À titre individuel, le spectateur est ainsi invité à une réflexion simple. Si les données guident réellement les décisions, alors l'incertitude cesse d'être un échec et devient un espace de choix collectif plus honnête. À ce stade, la trajectoire suivie par le projet peut être résumée en une feuille de route pragmatique structurée autour de responsabilités claires et d'indicateurs vérifiables. D'abord, il s'agit de maintenir la publication régulière des données. Cela implique que les équipes techniques continuent de produire des séries comparables dans le temps, couvrant salinité, qualité d'usage et effets sanitaires indirects, sans sélectionner uniquement les résultats favorables. Ensuite vient l'audit indépendant. Des institutions de recherche africaines ont été invitées à examiner les mesures, non pour valider une narration politique, mais pour tester la robustesse méthodologique. Ce regard extérieur réduit le risque d'autoconfirmation et permet d'identifier plus tôt des dérives environnementales lentes. Puis, il faut l'extension conditionnelle. Les bassins ne doivent être élargis que si les indicateurs franchissent des seuils prédéfinis et restent stables sur plusieurs cycles saisonniers. Cette logique évite qu'un succès ponctuel ne soit transformé en programme irréversible. Elle ancre l'expansion dans une décision technique plutôt que symbolique. Après cela, l'attention se porte aussi sur l'impact social mesurable. Les gains en temps, en santé et en revenus doivent être suivis avec la même rigueur que les paramètres chimiques. Sans amélioration tangible pour les communautés, la pertinence du projet s'érode, même si les chiffres techniques y progressent. Enfin, sous Ibrahim Traoré, la dernière étape est politique au sens strict. Accepter l'arrêt si les données l'exigent. Reconnaître une limite ou un échec partiel devient alors un acte de responsabilité, non un renoncement. Cette capacité à décider sur la base de preuves, y compris lorsque celles-ci sont défavorables, constitue la condition de crédibilité la plus exigeante du projet. Au moment de revenir aux communautés évoquées plus tôt, l'expérience apparaît moins comme une démonstration technique que comme une transformation silencieuse du rapport à l'État. Les parcelles tests, les trajets raccourcis et les cliniques moins débordées
ne raconte pas une réussite spectaculaire, mais une accumulation de gestes concrets. Ces signes modestes ont pourtant changé la manière dont les citoyens perçoivent la capacité publique à agir sans attendre une validation extérieure. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution a déplacé le centre de gravité de son leadership. Il n'est plus seulement associé à un discours de rupture ou à une prise de risque initiale, mais à une logique de responsabilité prolongée. L'expérience l'a exposé à la critique continue, mais elle lui a aussi permis d'ancrer sa légitimité dans des résultats observables, même imparfaits. Cette posture, faite de retenue et de persévérance, contraste avec les récits habituels de triomphe ou d'échecs rapides. Le motif récurrent n'est donc ni l'eau ni le désert, mais le temps. Le temps laissé aux données pour parler, aux erreurs pour être corrigées et aux attentes pour être ajustées. Dans cette temporalité, la dignité collective ne se décrète pas. À ce point du récit, l'expérience burkinabé ne demande pas une adhésion ni un rejet immédiat. Elle invite plutôt à une discussion plus large sur la manière dont les sociétés évaluent le risque, l'innovation et la responsabilité publique. Ce qui s'est joué ici dépasse un projet hydrique précis. Il s'agit de savoir qui a le droit d'expérimenter, selon quelles règles et avec quel niveau de transparence face aux citoyens. Pour le spectateur, la question n'est donc pas de décider si cette trajectoire doit être copiée ailleurs, mais d'interroger les cadres habituels du jugement. À quel moment considère-t-on qu'un projet mérite du temps plutôt qu'une condamnation hâtive? Quel seuil de preuve exige-t-on avant d'accepter une correction de cap plutôt qu'un abandon? Et comment distinguer une audace responsable d'une fuite en avant? Sous Ibrahim Traoré, cette expérience a mis ces interrogations au premier plan sans fournir de réponse définitive. Elle rappelle que le débat public gagne en qualité lorsque les données sont accessibles et que l'incertitude est assumée plutôt que masquée. La conversation reste ouverte. À chacun désormais de se demander ce qui change lorsque les résultats comptent plus que les autorisations et comment cette logique pourrait ou non s'appliquer à d'autres contextes.